Bonjour à tous, bon appétit si vous êtes à table. Vous suivez le 12h30 de RTI2. Au sommaire de l'actualité ce dimanche, nous parlerons de l'impact du jeune sur les pousseurs de brouettes et de charrettes qui exercent leurs activités dans la commune d'Adjamé. Après la Côte d'Ivoire, nous irons au Vatican où après des semaines d'hospitalisation, le pape François rentre enfin. Il va y entamer une convalescence d'au moins 2 mois selon ses médecins. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Au marché forum d'Adjamé, l'activité des pousseurs de charrettes reste intense. Même durant ce mois de Ramadan, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de ces travailleurs qui font preuve d'une grande résilience pour subvenir à leurs besoins et poursuivre leurs tâches quotidiennes. Reportage Cécilia Bassolé, Yamkile Hermel et Sidiki Ouattara. Commune d'Adjamé, les porteurs de charges communément appelés pousseurs de charrettes et de brouettes continuent de sillonner les ruelles animées du marché forum. Ils transportent marchandises et colis, et cela en plein mois de Ramadan. C'est le cas de Issouf, qui, sous ce soleil ardent, porte de lourds bagages sur sa charrette. Il sue abondamment, mais accomplissant sa tâche avec une détermination sans faille. Je vais lever à 4 heures, au marché. Quand même là qui me partait, là-bas manger jusqu'à le soir. Comme ça, de calme là, ça va comme avant. C'est chaud. Comme de 2 jours, gagner 2 000 à 3 000 là. Comme ça, c'est bon. Occupé à décharger des marchandises, un autre pousseur explique que le ramadan n'altère en rien leur abnégation à exercer leur métier. Car selon lui, ils sont plus ou moins habitués à ces conditions de travail. Avant le mois de carême, j'arrivais ici souvent à 5h40, 5h50. Mais avec le mois de jeûne, après avoir mangé à 4h, je me repose un peu. J'arrive ici souvent à 6h20, 6h30 par là. Le fait de charger bagages là, on s'est habitué à ça. Souvent on travaille du matin jusqu'au soir, c'est le soir on mange. Les brouettes foisonnent de partout et les allers-retours se succèdent. Chaque pas est un défi supplémentaire, surtout sous cette chaleur accablante. Pourtant, Adamo persévère, conscient que son travail est essentiel pour subvenir aux besoins de sa famille. Carême, je suis fatigué, c'est chaud. Ah là là, il y a une bille de bois là même, il n'y a pas de temps. Je pousse un peu. Si je suis fatigué, je te pose. C'est mon business qui est là, ça va facile. C'est un peu de dire comment on peut. On ne peut pas laisser Karim à côté du travail. Certains commerçants, témoins de cette ardeur au travail, ne manquent pas de témoigner leur soutien à ces travailleurs du marché. La dernière fois même, ils ont envoyé moi-même mes bagages dans le retour. J'ai aimé. Ils transpiraient très fort. En tout cas, ils disent, maman, c'est pas facile. Que dans le mois de carême, que c'est pas facile. Je les encourage beaucoup. Eux aussi, ils ont une famille, ils ont une charge à faire. Nous-mêmes, on est véhiculés. On ne peut pas prendre la voiture pour aller chercher bagages à tout moment. Sans eux, là, nous, on ne peut pas envoyer nos bagages au magasin. Lorsqu'il y a un bagage qui est déchargé, dans ça, on les appelle, ils s'en prennent pour venir. Nous sommes vraiment satisfaits de les travailler. Pendant le mois de Ramadan, ils travaillent difficilement, mais en tout cas, on les encourage. Malgré il fait chaud, bon, vraiment, ils luttent pour avoir les pains. Malgré les difficultés liées aux jeunes, ces travailleurs poursuivent leur activité avec une résilience démontrant leur détermination à travers chaque geste, même pendant ce mois sacré de Ramadan. Travail ardu également pour les membres de la société coopérative simplifiée des éleveurs de porc d'Adiopo-Doumé dans la commune de Songon qui, pour apporter des améliorations dans leur secteur d'activité, se sont réunis ce samedi 22 février dans le cadre d'une formation sur la biosécurité et les bonnes pratiques en élevage porcin. Suivant le reportage de Georgette Ido-Fofana. Émile est propriétaire de plusieurs fermes de porcs à Adiopo-Doumé dans la sous-préfecture de Songon. Depuis la découverte de la peste porcine par l'État ivoirien en mai 2024, ce sont plus d'une centaine de ces porcs qui ont été abattus. Une situation que vit difficilement ce retraité. Ça fait 10 mois que les porcs ont été abattus de façon collective. Et juste là, nous n'avons pas l'indemnisation, on n'a pas commencé à envoyer les porcs pour faire les tests. C'est difficile parce que le porcher, je suis obligé de le maintenir
en cas de reprise pour ne pas avoir à chercher quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et c'est très difficile. Mon souhait, c'est que nous puissions reprendre immédiatement. La peste porcine, cette maladie hautement contagieuse des porcs domestiques et des porcins sauvages avec fièvre, lésions cutanées et convulsions, a causé l'abattage de plusieurs porcs en Côte d'Ivoire. Face à la recrudescence de cette épidémie constatée ces dernières années sur le continent africain, la SCOOP-EPA, Société coopérative simplifiée des éleveurs de porcs d'Adiopo-Doumé, a réuni ses membres pour une formation sur la biosécurité et les bonnes pratiques en élevage porcin. On a eu la peste porcine dans notre zone, nos porcs ont été abattus et jusque-là on n'a pas encore d'activité. Récemment, la DSB nous a dit qu'on allait reprendre dans le mois de mars-avril. Donc on a jugé bon avant de reprendre, pour qu'on soit formé pour minimiser un peu les risques de contagion. Les acteurs ont des connaissances, mais nous voulons renforcer ces connaissances-là. C'est pour ça qu'on a organisé cette formation. La SCOOP-EPA a perdu plus de 17 000 porcs. Elle plaide pour une indemnisation auprès de la tutelle, conformément à la réglementation. On nous avait dit qu'après l'abattage, 8 mois après, on devait être indemnisé. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait, on est tous dans l'attente. Il faut que le ministère comprenne qu'on veut reprendre l'activité. On veut assurer la sécurité alimentaire, on veut produire la viande pour la population. Donc nous sommes prêts à reprendre. On attend que l'indemnisation est OK pour la reprise. Cette formation vise également à garantir la sécurité alimentaire de la population à travers l'amélioration de la biosécurité dans l'exploitation d'élevage. Nous sommes secoués par une crise de peste porcine africaine depuis un certain nombre d'années. Donc il est important pour nous de former ces acteurs-là. Tout ça rentre dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Donc des acteurs bien formés, un système rigoureux de surveillance, ça va permettre de contrôler la maladie. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas reçu de cas. Après le dernier cas, on a nettoyé les fermes, désinfecté les fermes. Actuellement, il reste que les procédures administratives pour pouvoir lancer la reprise. L'élevage de porc est beaucoup pratiqué en Côte d'Ivoire en raison de sa forte rentabilité, car le porc est et reste la viande la plus consommée au monde. Rendons-nous à présent à Dambokro, dans la région du Indi. La ville offre des vestiges historiques datant de la période coloniale. De la résidence du commandant de cercle en passant par le cimetière des martyrs, la ville regorge de sites qui témoignent du riche passé de la localité. Nos équipes ont récemment fait un tour dans la ville de Dambokro pour visiter ces sites historiques. C'est l'escale 225 de la semaine proposée par Laurence Kakra, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara. Chef-lieu de la région du Mzi, la ville de Dambokro, au-delà de sa chaleur étouffante qui la caractérise, regorge de bon nombre de vestiges de l'ère coloniale. Souleymane Foulabi Chérif, professeur de documentation à la direction régionale de la culture et de la francophonie, nous conduit ici à la résidence du commandant de cercle d'alors. Le commandant de cercle était là, n'est-ce pas, avec comme ça, des personnes aussi de subdivision qui dirigeaient toute la zone de la région, telles que Mbayakro, Bokanda, Bongwano. Tous ceux-là se retrouvaient ici, qui partageaient la même résidence. Il faut savoir que le rez-de-chaussée servait de bureau et les résidences se trouvaient au premier niveau qui était un demi-étage. Et aussi, on va signifier qu'au sein de ce bâtiment, on a des prisons. Il faut savoir que le bâtiment a vu naissance en 1909. L'une des particularités de ce bâtiment est qu'il a à son sein, précisément au sous-sol, des pièces restreintes dont les hauteurs varient d'1 à 2 mètres qui servaient de cachot où les colons réprimandaient les indigènes récalcitrants. Ici, on a déjà les grilles de la prison qui annoncent cette prison. Regardez comment à l'intérieur est sombre. On peut déjà avoir ce sentiment que ces personnes ont pu ressentir au sein de cette prison-là. Pour se déplacer, on est obligé de s'accroupir ou carrément de ramper. Voilà, on peut avoir une idée déjà du vécu de ces personnes ici, de nos ancêtres. Après la visite de ce lieu chargé d'histoires douloureuses, Bakayoko ne cache pas sa peine. Franchement, c'est triste, ça fait pitié parce que
Le simple fait même de t'arrêter normalement, si tu ne peux pas faire ça, c'est comme si déjà la prison te prive de certains de tes droits, de tes réalités, mais encore ne pas pouvoir s'arrêter, qui doit être quelque chose d'évident, tu ne peux même pas faire ça, c'est compliqué. Et quand on voit cette prison, aussi petite qu'elle soit, aussi étroite qu'elle soit, on s'imagine le nombre de personnes encore qui étaient dedans. Quand tu regardes Dembo Kro qui est la cuvette, où déjà Dembo Kro on est dehors, il fait chaud. Donc imaginons ceux qui étaient à l'intérieur, comment ils ont dû souffrir encore. L'un des symboles qui met également en lumière la ville de Dembo Kro est son pont ferroviaire, un joyau architectural construit en 1910 et inauguré par le gouverneur Angoulvan. Le viaduc est long de 253 mètres avec une hauteur de 5,50 mètres. Et dire aussi qu'il a été conçu à la main. Il faut aller voir dans quelles conditions, n'est-ce pas, nos ancêtres ont pu, n'est-ce pas, faire assez d'efforts pour la construction de ce chef-d'œuvre-là. À proximité du centre-ville se dresse le cimetière des Martyrs, qui est un lieu de mémoire où reposent les âmes des militants du Rassemblement démocratique africain RDA, tombés sous les balles des colons lors de la lutte pour la libération des peuples opprimés le 30 janvier 1950. Il y a des gens de plusieurs villages. Il faut savoir qu'on a de Bongouanou qui sont d'ici, on a d'autres de Boré qui sont enterrés ici parce qu'ils sont venus un peu de partout pour militer dans ce parti de PDCI RDA. Et il faut savoir que dans l'ensemble, ils sont des agriculteurs. Voilà. Et c'est, n'est-ce pas, après avoir su que leur leader avait été arrêté, ils étaient venus, n'est-ce pas, pour défendre les leaders. Et il y a eu les tueries. Et ces tueries-là, il faut savoir qu'il y a d'autres qui, n'est-ce pas, en rentrant chez eux, sont morts sur la route, d'autres sont morts dans le village. Alors, ici, on a la tombe de Koné Ambroise, premier maire de la commune de Dembo Kro, sa femme, qui aussi a joué un rôle important. Comme une femme forte, elle a dirigé aussi des dames. Malheureusement, elle sera brûlée vive. Et puis voilà cette désolation qui est arrivée. Mais n'empêche que ça n'a pas empêché ces personnes-là de continuer cette lutte-là qui a abouti vraiment à un élément sérieux, à l'indépendance. Non loin de là se trouve l'école régionale, créée en 1910. Elle a accueilli d'illustres personnalités du pays. Aujourd'hui, cet établissement centenaire est devenu le groupe scolaire Alassane Ouattara. Pour la directrice de la maternelle, c'est un devoir de motiver les enfants afin qu'ils suivent les exemples de leurs dévanciers. Notre école a une histoire. Les 3 présidents même de la Côte d'Ivoire qui sont passés ici, il y a Félix Houphouët-Boigny qui logeait juste derrière là. Et il partait travailler au médico-scolaire. Ensuite, il y a le président Henri Konan Bédié qui a fait la classe de CM1. Ça, c'est au primaire là-bas. Maintenant, le président actuel là, il a fait la classe de CM1 dans la classe qui est au bout là-bas. On leur demande de travailler tous les jours pour être comme le président qui est passé dans la classe. La ville de Dembo Kro a aussi abrité la résidence du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette résidence abrite le centre médico-scolaire. C'est un plaisir pour nous de travailler dans un bâtiment qui a été la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on est fiers de ça. Dembo Kro dispose de vestiges de l'ère coloniale qui demandent à être connus davantage et valorisés à leur juste valeur. C'est le message du directeur de la culture et de la francophonie de la région du Nfi. Nous, notre devoir, c'est de tout faire pour protéger ces sites-là. Nous passons régulièrement pour visiter, pour voir l'état dans lequel ça se trouve et nous rendons compte à l'autorité. À Dembo Kro, nous avons beaucoup de sites culturels. Et que les gens se déplacent pour venir, pour visiter ces sites-là. Nous sommes là, nous travaillons en collaboration avec la direction du régional du tourisme. Nous avons des guides. Dembo Kro vous attend. Venez, nous sommes prêts pour découvrir ces sites. Ces sites sont des pans de l'histoire du pays, de véritables sources de connaissances et d'inspiration pour les générations actuelles et futures.
On termine ce journal avec des nouvelles sur la santé du pape François, hospitalisé depuis plus de 5 semaines à l'hôpital Gemelli de Rome pour une double pneumonie. Il est apparu pour la première fois en public depuis le 14 février, assis dans un fauteuil au balcon de l'hôpital. Il quittera l'établissement ce dimanche après-midi pour rejoindre la résidence Sainte-Marthe à l'intérieur du Vatican, où il devra suivre une convalescence d'au moins 2 mois selon ses médecins. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, 17h40. Bon dimanche à tous et à toutes.